Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo de biologie. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos diffusées en direct et dont l'objectif est de vous permettre de mieux comprendre certains aspects de vos enseignements de biologie. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une petite molécule, la molécule d'eau ou H2O, et je vais vous expliquer comment cette molécule d'eau parvient à traverser les membranes de nos cellules. Nos cellules sont délimitées par une membrane plasmique qui sépare deux compartiments que sont le milieu extracellulaire et le cytoplasme. L'eau représente plus de 95% du volume de ces compartiments. Le milieu extracellulaire comprend le compartiment sanguin, dans lequel circulent nos globules rouges, et le liquide interstitiel, dans lequel baignent la plupart de nos cellules. Le cytoplasme est l'ensemble du compartiment intracellulaire, à l'exception du compartiment nucléaire, qui est séparé du cytoplasme par une double membrane formant l'enveloppe nucléaire. Le cytoplasme contient des organites tels que de nombreuses mitochondries qui sont limitées chacune par une double membrane. La membrane plasmique et les membranes intracellulaires sont appelées des membranes biologiques et elles ont une architecture moléculaire commune. En effet, toutes les membranes biologiques sont constituées d'une bicouche de nature lipidique et les lipides de cette bicouche appartiennent principalement au groupe des phospholipides. Chaque phospholipide est composé de deux parties, une tête et une queue. La tête des phospholipides est soluble dans l'eau. Elle est hydrophile, polaire et lipophobe. La queue des phospholipides est formée à partir de deux acides gras et elle n'est pas soluble dans l'eau. La queue des phospholipides est hydrophobe, apolaire et lipophile. Dans une bicouche lipidique séparant deux compartiments à queue, les phospholipides ont leur tête hydrophile tournée vers ces deux compartiments à queue, alors que les queues des phospholipides forment le cœur hydrophobe apolaire de la bicouche. Contrairement aux têtes des phospholipides qui sont électriquement chargées, le cœur hydrophobe de la membrane n'est pas chargé. Les membranes biologiques sont formées non seulement d'une bicouche lipidique, mais également par des protéines associées. Certaines des protéines membranaires, qualifiées de protéines intrinsèques, pénètrent l'épaisseur de la bicouche lipidique. Par exemple, est représentée ici en vert une protéine intrinsèque de la membrane plasmique et plus particulièrement ici une protéine transmembranaire parce qu'elle traverse la totalité de la bicouche lipidique, sa partie centrale hydrophobe étant présente dans le cœur hydrophobe de la bicouche, alors que les extrémités hydrophiles de cette protéine débordent dans les compartiments aqueux extra- et intracellulaires. Par convention, quand on représente la membrane plasmique comme ici, le compartiment du haut est le milieu extracellulaire et le compartiment du bas est le cytoplasme. Un exemple de membrane plasmique particulièrement bien étudiée est celle du globule rouge. Le globule rouge est une cellule présente dans le sang et dont la fonction principale est de permettre le transport du dioxygène. Un globule rouge est une cellule de forme discoïde et biconcave. Cette cellule est dépourvue de noyau, dépourvue de mitochondries et dépourvue de ribosomes. Son cytoplasme contient une grande quantité d'hémoglobine, qui est un pigment rouge fixant le dioxygène. Présentons maintenant la molécule d'eau dont voici une représentation. L'eau est la molécule essentielle de tous les êtres vivants.
Et pour tous les compartiments liquidiens de notre corps, l'eau est le solvant dans lequel sont présents des solutés. Les solutés de nos liquides corporels sont par exemple des ions minéraux, comme les ions sodium et chlore, ou bien des molécules organiques, comme le glucose. La molécule d'eau, ou H2O, n'est formée que par 3 atomes. Un atome d'oxygène, représenté ici en rouge, et 2 atomes d'hydrogène, représentés ici en blanc. L'eau est donc une petite molécule, comme le sont aussi les molécules de dioxygène et de CO2. Les molécules organiques, comme le glucose, contiennent à la fois des atomes de carbone et d'hydrogène, et elles ont une valeur énergétique. La molécule d'eau contient bien des atomes d'hydrogène, mais pas d'atomes de carbone. Il ne s'agit donc pas d'une molécule organique. L'eau est donc une molécule inorganique, c'est-à-dire une molécule minérale, et elle n'est donc pas une molécule énergétique. L'oxygène central de la molécule d'eau est lié à chacun des 2 atomes d'hydrogène par une liaison covalente simple, c'est-à-dire une liaison mettant en commun une paire d'électrons. Rappelons que lorsque 2 atomes établissent entre eux une liaison covalente simple au sein d'une molécule, ils mettent chacun en commun un électron avec leur partenaire atomique. Mais dans les liaisons covalentes, le partage des électrons ne se fait pas nécessairement de manière symétrique, et il arrive que l'un des atomes de la liaison attire davantage à lui les électrons mis en commun. L'électronégativité permet de caractériser l'influence que possèdent les atomes sur les électrons de la liaison. L'électronégativité est une grandeur qui traduit la capacité que possède un atome à attirer vers lui les électrons qui participent à une liaison covalente. Et plus la valeur d'électronégativité d'un atome est grande, plus cet atome attire ces électrons de liaison. L'électronégativité de l'atome d'hydrogène est de 2,2. Celle de l'atome d'oxygène est d'environ 3,4. Il existe donc une différence importante d'électronégativité entre ces 2 atomes, l'atome d'oxygène attirant plus à lui les électrons de liaison que l'atome d'hydrogène. Par conséquent, dans chacune des 2 liaisons covalentes simples entre l'oxygène et l'hydrogène de la molécule d'eau, les 2 électrons de liaison sont plus fortement attirés par l'oxygène que par l'hydrogène. Comme les électrons portent une charge négative, on aura donc une légère charge partielle négative notée 2 delta- du côté de l'atome d'oxygène et une légère charge partielle positive notée delta+, du côté de chaque atome d'hydrogène. Les liaisons entre oxygène et hydrogène sont donc des liaisons polaires. Comme la molécule d'eau est coudée, le centre géométrique, c'est-à-dire le barycentre des charges partielles positives, est situé ici, au niveau de la croix bleue, à égale distance des 2 hydrogènes, alors que le barycentre des charges partielles négatives est situé au niveau de l'oxygène. Ces 2 barycentres ne sont donc pas confondus, et par conséquent, la molécule d'eau présente 2 pôles chargés, un pôle négatif du côté de l'oxygène et un pôle positif du côté des hydrogènes. L'eau est donc une molécule polaire et elle constitue un dipôle. Les molécules polaires ont de l'affinité entre elles, par exemple, les molécules d'eau vont s'attirer entre elles, mais les molécules polaires n'ont pas d'affinité pour les molécules non polaires. Ainsi, la molécule d'eau ne présente pas d'affinité pour les queues hydrophobes des phospholipides de la bicouche lipidique. L'eau est donc une molécule lipophobe. Bien que l'eau forme un dipôle, elle ne présente aucune charge électrique nette. L'eau est par conséquent une molécule globalement neutre. Retenons donc ces 3 caractéristiques de l'eau. Il s'agit d'une petite molécule, d'une molécule polaire et d'une molécule neutre. L'eau de nos compartiments liquidiens est un solvant qui contient des solutés dont certains sont capables de diffuser à travers les membranes biologiques.
mais ce solvant qu'est l'eau diffuse aussi au travers des membranes biologiques. Sur ce schéma sont placés de haut en bas le milieu extracellulaire, puis la membrane plasmique organisée en une bicouche de phospholipides, puis le cytoplasme. Chaque petit rond bleu représente ici une molécule d'eau. Le fait que la molécule d'eau soit de petite taille et qu'elle ne soit pas chargée peut favoriser sa diffusion à travers la bicouche lipidique. Mais le caractère polaire de la molécule d'eau va au contraire s'opposer à son passage à travers le cœur non polaire de la bicouche lipidique. L'eau peut donc passer à travers la bicouche lipidique, mais ce passage direct à travers le cœur hydrophobe de la membrane est limité parce que les queues hydrophobes des phospholipides ont tendance à repousser les molécules d'eau. La diffusion simple de l'eau directement à travers la bicouche lipidique reste donc limitée, et nous allons voir dans cette vidéo qu'un autre mécanisme permet à l'eau de diffuser de façon beaucoup plus efficace à travers les membranes biologiques. La plupart des membranes biologiques sont bien plus perméables à l'eau que ne le sont les bicouches phospholipidiques du fait de la présence dans ces membranes biologiques de certaines protéines transmembranaires qui servent de canaux à eau. Ces canaux à eau sont appelés des aquaporines et l'une des aquaporines est représentée ici en violet. Une différence importante entre les canaux ioniques et les canaux à eau est que les canaux ioniques peuvent fluctuer entre un état ouvert et un état fermé, alors que les canaux à eau sont continuellement ouverts. Comme pour les canaux ioniques, les canaux à eau sont codés par des gènes que la cellule doit exprimer, puis les canaux à eau présents par exemple sur la membrane plasmique doivent y être acheminés par voie vésiculaire. L'intérêt de ces aquaporines est d'augmenter fortement l'efficacité de la diffusion de l'eau à travers les membranes biologiques qui contiennent ces aquaporines. Et ainsi, la membrane du globule rouge contient une très grande quantité d'aquaporines, environ 400 000 molécules d'aquaporines sur la membrane d'un seul globule rouge, et la membrane du globule rouge est par conséquent très perméable à l'eau, ce qui explique que le globule rouge soit un modèle particulièrement utile pour étudier la diffusion de l'eau au travers d'une membrane biologique. Voici un schéma pour comprendre une première expérience conduite sur des globules rouges. Soit un soluté qui est représenté ici par des grands ronds verts et que j'appellerai un soluté non diffusible pour exprimer le fait que ce soluté n'est pas capable de diffuser à travers la membrane plasmique. Quelques molécules d'eau sont représentées ici par des petits ronds bleus, et puisque l'eau est le solvant, dans les compartiments aqueux qui sont séparés par la membrane plasmique, la concentration en eau est toujours très supérieure à la concentration du soluté. Dans cette première expérience que ce schéma permet de comprendre, des globules rouges ont été placés dans une solution extracellulaire dont la concentration en soluté non diffusible est la même que dans le cytoplasme de ces cellules. Dans cette première expérience, il n'y a donc pas de gradient de concentration en soluté non diffusible de part et d'autre de la membrane plasmique du globule rouge. Et la concentration d'eau se trouve donc être aussi la même de part et d'autre de la membrane plasmique. Il n'y a donc pas non plus de gradient de concentration en eau de part et d'autre de la membrane plasmique du globule rouge. Les molécules d'eau peuvent diffuser à travers la membrane dans les deux sens, par une diffusion simple à travers la bicouche lipidique et surtout par diffusion facilitée au travers des aquaporines, puisque la membrane des globules rouges est particulièrement riche en aquaporines. Le flux net d'eau, c'est-à-dire la différence entre le flux entrant et le flux sortant d'eau, est ici nul.
il y a en effet en permanence autant de molécules d'eau qui entrent dans le globule rouge que de molécules d'eau qui sortent du globule rouge. Donc, si on place, comme dans cette expérience, des globules rouges dans une solution dont la concentration en soluté non diffusible est la même que celle du cytoplasme de ces globules rouges, on va se trouver, dès le départ, dans une situation d'équilibre, si bien qu'au cours du temps, les globules rouges ne vont pas changer de volume et ils vont garder leur forme normale de disque biconcave. On dira que le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire sont iso-osmotiques et isotoniques. Et on a cette situation d'équilibre si l'on place des globules rouges dans une solution contenant 9 grammes par litre de chlorure de sodium. Mais qu'en est-il si l'on augmente maintenant la concentration en soluté non diffusible dans le milieu extracellulaire où sont présents des globules rouges? Voici un schéma pour comprendre une seconde expérience conduite sur des globules rouges. Les globules rouges sont placés cette fois dans une solution dont la concentration en soluté non diffusible est supérieure à celle du cytoplasme des globules rouges. Par rapport à la première expérience, on a donc augmenté ici la concentration en soluté non diffusible dans le milieu extracellulaire. On a donc au départ de cette seconde expérience un gradient de concentration en soluté non diffusible de part et d'autre de la membrane plasmique du globule rouge. Ce gradient de concentration de soluté est représenté ici par un triangle vert dont la partie large est orientée vers le compartiment où il y a le plus de ce soluté, c'est-à-dire le milieu extracellulaire, et dont la pointe est orientée vers le compartiment où il y a moins de ce soluté, c'est-à-dire le cytoplasme du globule rouge. Et ce triangle vert forme aussi la pointe d'une flèche qui indique dans quel sens ce soluté devrait préférentiellement diffuser à travers la membrane. Mais comme la membrane plasmique n'est ici pas perméable à ce soluté ne va pas pouvoir diffuser. Et comme ce soluté non diffusible est représenté ici par des grands ronds verts, aucun rond vert ne va pouvoir rentrer dans la cellule malgré un gradient de concentration de ce soluté qui serait favorable à une entrée dans la cellule de ce soluté. En revanche, la membrane plasmique du globule rouge, qui contient une grande quantité d'aquaporine, est très perméable à l'eau. Une membrane qui est perméable au solvant, lequel est ici l'eau, mais qui n'est pas perméable à un soluté, est qualifiée de membrane semi-perméable vis-à-vis de ce soluté. Par rapport à la première expérience, on a donc augmenté ici la concentration en soluté non diffusible dans le milieu extracellulaire. Et dans une solution donnée, si l'on augmente la concentration de soluté, la concentration en eau diminue. La concentration en eau dans le milieu extracellulaire s'est donc trouvée ici abaissée par rapport à la première expérience. Ce qui fait qu'il existe aussi, au départ de cette seconde expérience, un gradient de concentration en eau de part et d'autre de la membrane plasmique du globule rouge. Ce gradient de concentration en eau est représenté ici par un triangle bleu dont la partie large est orientée vers le compartiment où la concentration en eau est la plus forte, c'est-à-dire le milieu intracellulaire, et dont la pointe est orientée vers le compartiment où la concentration en eau est plus faible, c'est-à-dire le milieu extracellulaire. Et ce triangle bleu forme aussi la pointe d'une flèche qui indique dans quel sens l'eau devrait préférentiellement diffuser à travers cette membrane. En effet, comme toute molécule, l'eau va préférentiellement diffuser du compartiment où elle est le plus concentrée vers le compartiment où elle est le moins concentrée. Notez bien que le gradient de concentration en soluté non diffusible et le gradient de concentration en eau sont inversés. Et si on laisse cette seconde expérience se dérouler dans le temps, on aura
un flux net d'eau à travers la membrane du globule rouge qui ne sera plus nul, contrairement à ce que l'on pouvait constater dans la première expérience. Mais on aura, dans cette seconde expérience, un flux net d'eau à travers la membrane du globule rouge dirigé dans le sens sortant et empruntant essentiellement les aquaporines de la membrane du globule rouge. Cette diffusion du solvant à travers une membrane semi-perméable et qui est dirigée vers le compartiment où le soluté non diffusible est le plus concentré est appelée l'osmose. Et le globule rouge va donc ainsi perdre de l'eau par osmose au cours de cette expérience. Cette déshydratation du globule rouge va conduire à une diminution de son volume initial. Le globule rouge va alors prendre un aspect crénelé, ratatiné, perdant sa forme initiale de disque biconcave. On dira, dans cette seconde expérience, que la solution extracellulaire dans laquelle on a placé au départ les globules rouges est hyperosmotique et hypertonique par rapport aux globules rouges. C'est ce qui se produit quand on met des globules rouges dans une solution de chlorure de sodium très concentrée contenant par exemple 20 grammes de NaCl par litre. Mais qu'en est-il des globules rouges si on les place au contraire dans un milieu extracellulaire dont la concentration en soluté non diffusible est inférieure à celle du cytoplasme des globules rouges? Et c'est ce que nous allons voir dans une troisième expérience. Dans cette troisième expérience, on va placer les globules rouges dans une solution extracellulaire dont la concentration en soluté non diffusible est plus faible que celle des cellules. On est donc cette fois dans une situation inversée par rapport à la seconde expérience. Le gradient de concentration en soluté non diffusible, toujours représenté par un triangle vert, est favorable cette fois à une sortie de ce soluté hors de la cellule. Mais comme il s'agit d'un soluté non diffusible, c'est-à-dire incapable de traverser la membrane plasmique, ce soluté va rester à l'intérieur du globule rouge. Le gradient de concentration en eau, toujours représenté par un triangle bleu, est cette fois favorable à une entrée d'eau dans le globule rouge. Et l'on a donc à nouveau un phénomène d'osmose. Mais le flux net d'eau est cette fois un flux entrant, l'eau entrant essentiellement au travers des aquaporines de la membrane du globule rouge. Si bien que le globule rouge va cette fois augmenter de volume. Et l'on dira dans cette troisième expérience que la solution extracellulaire dans laquelle on a placé au départ les globules rouges est hypoosmotique et hypotonique par rapport aux globules rouges. C'est par exemple ce qui se produit quand on met des globules rouges dans une solution de chlorure de sodium contenant seulement 4 grammes par litre de NaCl. Notons que si l'on met des globules rouges dans de l'eau pure, ce qui représente l'exemple le plus extrême de milieu extracellulaire hypotonique, puisque la concentration en soluté non diffusible dans le milieu extracellulaire est alors nulle, l'entrée d'eau dans le globule rouge est alors si forte que cela va conduire à un éclatement du globule rouge. Le fait que l'eau puisse diffuser de façon très efficace au travers des aquaporines va aussi permettre de modifier la perméabilité à l'eau d'une membrane en régulant la présence d'aquaporines dans cette membrane. Prenons un exemple précis, celui du néphron, qui est l'unité de structure et de fonction de notre rein. Chacun de nos reins contient environ 1 million de néphrons, et voici la représentation de l'un de ces néphrons. La partie corticale du rein, c'est-à-dire sa zone la plus périphérique, est située sur ce schéma au-dessus du trait en pointillé vert. Et la partie médulaire du rein, qui est une zone plus profonde dans le rein, est située en dessous de ce trait en pointillé vert. Un néphron est une sorte de tube très fin qui contient au départ l'urine primitive
et qui va permettre à l'urine qui y circule d'être modifiée dans sa composition en vue de l'élaboration de l'urine définitive. Le néphron débute par la capsule de Bowman, où se trouve l'urine primitive qui est formée par filtration du sang des capillaires glomérulaires. Puis, à l'intérieur du néphron, l'urine va circuler d'abord dans le tubule contourné proximal, puis dans l'anse de Henle, et enfin dans le tubule contourné distal, avant de rejoindre le canal collecteur. Le canal collecteur, qui est représenté ici, a une portion qui est située dans le cortex rénal et une portion qui est située dans la médula rénale. Un canal collecteur est un petit tube qui reçoit l'urine provenant de nombreux néphrons. L'urine, issue de plusieurs néphrons, circule d'abord dans le canal collecteur cortical, puis dans le canal collecteur médulaire, et l'urine définitive sera finalement déversée dans nos voies urinaires. L'épithélium du canal collecteur est composé essentiellement de cellules qu'on appelle les cellules principales. La membrane plasmique basale des cellules principales est tournée du côté du liquide interstitiel, lequel est de plus en plus concentré, plus on s'enfonce dans la médula rénale. Des aquaporines sont présentes en permanence dans la membrane plasmique basale des cellules principales. La membrane plasmique apicale des cellules principales est tournée vers le contenu du canal collecteur, c'est-à-dire vers l'urine. Dans des conditions où notre organisme est bien hydraté, la membrane apicale des cellules principales ne contient aucune aquaporine, si bien que le canal collecteur ne peut pas permettre à de l'eau de l'urine de passer par osmose dans le liquide interstitiel. On dira que le canal collecteur ne peut alors pas réabsorber d'eau et l'urine définitive sera alors très diluée et de volume important. Ainsi, dans des conditions de bonne hydratation de notre corps, la diurèse, c'est-à-dire l'élimination d'urine définitive, est importante, ce qui n'est guère très économique en eau pour notre corps. Mais si notre organisme est déshydraté, cette perte d'eau par l'urine doit être évitée et une économie d'eau va être réalisée grâce à l'intervention d'une hormone produite par des neurones de notre hypothalamus. L'hypothalamus est un centre important de notre cerveau qui remplit de nombreuses fonctions et il contient notamment des neurones sécréteurs d'hormones dont certains sécrètent l'hormone antidiurétique ou ADH. Lorsque nous sommes déshydratés, l'ADH produite par ces neurones de l'hypothalamus est libérée dans le sang par la neurohypophyse qui est une sorte de prolongement nerveux de l'hypothalamus. L'ADH est alors transporté par le sang et elle va agir sur les cellules principales du canal collecteur en activant l'insertion d'aquaporine sur la membrane apicale de ces cellules. L'ADH active en effet le mouvement dans ces cellules de vésicules qu'on appelle des endosomes et dont la membrane contient des aquaporines, ce qui conduit ainsi rapidement à l'insertion d'aquaporine sur la membrane apicale des cellules principales. La membrane apicale des cellules principales devient alors très perméable à l'eau et comme la membrane basale de ces cellules contient en permanence des aquaporines, il s'ensuit un flux d'eau par osmose dirigé de l'urine contenue dans le canal collecteur médulaire vers le liquide interstitiel de la médula rénale. Et ainsi, dans des conditions de déshydratation de notre corps, le canal collecteur médulaire va réabsorber beaucoup d'eau, si bien que notre urine définitive sera plus concentrée en soluté et que notre diurèse se trouvera réduite, permettant ainsi à notre corps d'économiser de l'eau. Et cet exemple dans lequel l'ADH
rend fortement perméable à l'eau la membrane apicale des cellules principales du canal collecteur, nous montre que la perméabilité à l'eau des membranes peut être régulée en contrôlant le nombre d'aquaporines qui y sont insérés. Avec le dioxygène, le CO2, le glucose, les ions sodium et l'eau, abordés dans les vidéos 11 à 15 de cette série, nous avons vu à chaque fois des exemples de transport passif à travers la membrane plasmique, c'est-à-dire des transports qui n'ont pas besoin d'énergie. Avec le dioxygène et avec le CO2, nous avons vu deux exemples de diffusion simple à travers la bicouche lipidique. Avec le glucose, nous avons vu un exemple de diffusion facilitée mettant en jeu des protéines de transport. Avec les ions sodium, nous avons vu un exemple de diffusion facilitée mettant en jeu des protéines canaux. Dans cette vidéo, nous avons vu que l'eau peut passer par diffusion simple à travers la bicouche lipidique. Mais le mécanisme le plus efficace pour que l'eau puisse traverser une membrane est une diffusion facilitée mettant en jeu des aquaporines et qu'on appelle plus précisément l'osmose. L'osmose peut être définie comme la diffusion d'un solvant, c'est-à-dire de l'eau pour notre corps, à travers une membrane semi-perméable, c'est-à-dire perméable à l'eau mais pas aux solutés, et cette diffusion du solvant est dirigée de la solution la plus diluée en soluté vers la solution la plus concentrée en soluté. Après avoir évoqué les transports passifs dans les vidéos 11 à 15 de cette série, nous allons aborder dans les deux prochaines vidéos les transports actifs, c'est-à-dire ceux qui exigent une consommation d'énergie par la cellule. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une pompe ionique très importante, la pompe à sodium et à potassium. Je vous remercie vivement pour votre attention et pour l'intérêt que vous portez aux différentes vidéos que je poste sur cette chaîne. Et je vous retrouve très prochainement pour vous présenter la prochaine vidéo de cette série, une vidéo intitulée « De la pompe à vélo à une pompe ionique présente sur la membrane de nos cellules ».